Merci. Comme l'a dit mon voisin de droite avec beaucoup d'humour, j'ai eu un problème de modem. Bon. Donc, bon, j'en étais à la différence à faire entre, quand on parle d'économie, les économies de gestion et les baisses de services ou les diminutions de périmètre de services. Et je voulais, pour poursuivre le raisonnement sur lequel j'étais, avant cette interruption, je voudrais citer en particulier l'avis du Césaire. L'avis du Césaire sur le budget. Le Césaire attire l'attention sur le fait que cette stratégie budgétaire annonce une baisse structurelle des dépenses de fonctionnement, et cela dès 2017, avec des conséquences directes sur les politiques économiques, sociales et environnementales dans les territoires. Ces dépenses de fonctionnement constituent pour la majorité d'entre elles des dépenses d'intervention, souvent créatrices de richesses et d'emplois. Ceci nous rappelle bien effectivement qu'on a derrière la notion de dépenses de fonctionnement les charges de structure d'un côté, et on a aussi donc les dépenses d'intervention dans les territoires, et c'est la difficulté que nous avons sur ce budget de faire la part entre les deux dans les 100 millions que vous évoquez, et du coup on retombe sur une question extrêmement importante, parce que c'est la promesse de cette réforme, c'est la promesse de la loi NOTRe, c'est les économies d'échelle. Est-ce que la fusion provoque mécaniquement ou pas des économies d'échelle? Et c'est une question fondamentale dont nous n'avons pas, hélas, clairement la réponse dans ce budget. Troisième question, ce sont nos choix en matière de fiscalité. Alors le contexte dans lequel ce débat a lieu a été rappelé notamment par Virginie Calmels il y a quelques minutes. Je crois qu'on peut être très généralement d'accord avec l'idée d'un ras-le-bol fiscal de la part de nos concitoyens. On sait qu'on est à 46% de taux de prélèvement obligatoire, on a le record, on fait partie des records au plus haut niveau des pays de l'OCDE, des pays développés, et que par ailleurs, il y a effectivement aujourd'hui, c'est vrai, une autonomie fiscale des régions qui est très réduite. Et les marges de manœuvre existent, on va en parler, mais elles sont devenues très limitées. Et vous savez, Président, qu'on a de très larges points d'accord avec ce que vous avez porté, notamment lorsque vous présidiez l'Assemblée des régions de France, l'Association des régions de France, pour qu'on ait demain un système qui donne de la clarté et qui donne à chaque collectivité effectivement une fiscalité qui soit lisible. Hélas, ça a été le grand rendez-vous manqué de ces réformes territoriales. J'ajoute un point qui est peu évoqué sur ces questions de fiscalité, c'est quand même l'absurdité, et là on marche complètement sur la tête, d'un système dans lequel on donne aux régions une capacité à moduler la TICPE, et que plus les régions qui ont par ailleurs la compétence ferroviaire feront du report modal, moins elles percevront en recettes de TICPE, ce qui est quand même de la part du législateur. Alors je ne sais pas dans quel cerveau fumeux, brumeux de Bercy cette idée est née à l'époque, et là malheureusement on n'est pas sur du partisan, hein, ce sont des logiques structurelles. On a parfois des hauts fonctionnaires qui, dans ce type de décision, sont complètement à côté de la plaque. Toujours est-il qu'il ne nous reste plus que 3 leviers, mais que ce sont 3 leviers réels. Le premier, c'est celui des permis de conduire. Vous annoncez la suppression de la taxe sur l'ensemble de la région, et nous saluons cette mesure. Le deuxième levier, c'est les cartes grises. Et sur les cartes grises, nous aussi, nous plaidons pour une harmonisation sur la moyenne des 3 régions fusionnées, et non sur la moyenne de l'ensemble des régions. C'est le sens d'un des amendements que nous avons déposé au nom de l'intergroupe. Et puis vient la question de la TICPE. Alors la TICPE, c'est pour le budget 2016, ça a été rappelé, un enjeu de 23 millions. Personne ne dit que vous êtes dans une situation simple, et qu'il n'y a pas une situation héritée de Poitou-Charentes à laquelle il faut faire face. Et en même temps, on ne peut que avoir en tête cette notion de ras-le-bol fiscal que je rappelais tout à l'heure. Alors il nous semblerait, au moins sur cet exercice 2016, on verra pour les années futures, au moins sur cet exercice 2016, qu'une mesure, je dirais, sage et de prudence consisterait à ne pas prendre ces 23 millions. C'est 1/150e du budget, hein, à peu près 0,7% du budget, ce qui n'est pas une paille, hein, certes, mais en même temps, on peut quand même arriver à traiter un sujet qui est à la hauteur d'un 150e du budget. Et cela aurait le mérite
en quelque sorte d'une mesure de justice et d'équité territoriale, puisque ça permettrait de faire contribuer les contribuables de Poitou-Charentes de manière plus importante, puisqu'il s'agit évidemment d'harmoniser le taux de TICPE sur toute la région. Hein, on augmente un peu en Poitou-Charentes et on diminue en Aquitaine et en Limousin, et compte tenu de la facture qu'il faut régler et qui est réglée par les contribuables aquitains et Limousin, il nous semble que ça serait une mesure de bon sens sur ce budget 2016, et c'est la raison pour laquelle nous adhérons à l'idée de l'amendement qui a été déposé en ce sens. Dernier sujet, et non des moindres, ce sont les choix que nous voulons faire en matière de grandes orientations politiques. Et là, on ne voudrait pas que le débat soit enfermé dans des approches. Il y a une espèce de petite musique qu'on entend et qui consiste justement à enfermer ou à tuer le débat. Derrière, première idée, l'affaire de Poitou-Charentes, cette espèce de tentation, passez-moi le mot, du storytelling, c'est-à-dire dans lequel il y a cette histoire de Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, elle est dans le mur. Donc ce modèle aquitain est le seul à être vertueux, et donc il faut reprendre l'intégralité des orientations mises en œuvre précédemment en Aquitaine. Et ça, il nous semble que c'est un raisonnement un peu court, parce qu'il y a des choses à prendre sur l'ensemble des trois régions. On avait parlé d'apprentissage en particulier, où le bilan de Poitou-Charentes était intéressant. Et puis il y a surtout de l'innovation à faire. Il y a des choses, il y a des nouveaux dispositifs à inventer, et pas seulement à reproduire des schémas passés. Et puis l'autre manière un petit peu d'enfermer le débat, et là je m'adresse quand même un petit peu directement à vous, Monsieur le Président, c'est en permanence de créer, voire un peu d'inventer un faux clivage entre les partisans du recentrage sur les compétences dont vous serez le héros, dont vous seriez le héros, et puis au contraire ceux qui plaideraient pour un saupoudrage. Mais en réalité, dans les discussions qu'on peut avoir depuis un certain nombre d'années, on est pleinement dans nos propositions sur les compétences de la région. Parce que vous parlez, vous avez raison, de développement économique. Oui, c'est une compétence majeure, et la loi NOTRe en ce domaine a clarifié les choses. Encore faut-il savoir ce qu'on met derrière le développement économique. Vous avez un biais sur un certain type d'économie. Il y a aussi une économie de proximité. Il y a une économie présentielle, non délocalisable. Quand on voit des situations, et là encore, personne ne dit que c'est simple, et personne ne dit que la région a eu tort de le faire, mais quand on met de l'argent dans une société comme Fermentalgue, et qui derrière crée des emplois dans la Marne, il y a quand même des questions qu'on peut légitimement se poser. Et il y a aussi une économie présentielle autour du tourisme, autour par exemple d'une filière dont Michel Venac nous parlera tout à l'heure, l'économie bleue autour de la mer, qui peuvent être aussi approfondies. Et le travail sur le schéma régional devra nous ouvrir l'esprit de ce point de vue-là. Et puis, il y a la compétence de l'aménagement du territoire, compétence très clairement identifiée dans le cadre de la loi NOTRe. L'aménagement du territoire, c'est une compétence absolument fondamentale de la région, une compétence fondamentale. Et c'est un enjeu fondamental, parce que cette fracture territoriale, passez-moi l'expression, si on n'y prend pas garde et si on n'y travaille pas, elle va nous péter à la figure dans quelques années. On le voit de manière, je dirais, au moment des échéances électorales, on voit bien qu'il y a une fracture civique, qu'il y a une fracture démocratique derrière cette fracture territoriale. Et là, vous savez, les points de vigilance ou les désaccords que nous avons, les routes, ça a été dit. Et évidemment, je dirais que cette préoccupation est renforcée par le fait que maintenant on rentre dans un système inéquitable, dans lequel l'argent du contribuable de la grande région va aller sur des investissements routiers dans une partie du territoire et n'ira pas dans une autre partie du territoire. Ça, c'est inacceptable. Et il va falloir qu'on modifie ça. En tout cas, je crois qu'on sera un certain nombre d'élus à l'affirmer tout à l'heure au moment du vote des amendements. Et puis, il y a la question, et je me tourne derrière votre premier vice-président, Gérard Van Den Broek en particulier, on compte sur lui pour relancer les politiques contractuelles. Les politiques contractuelles en Aquitaine, on les attend depuis 2013. Elles sont en panne depuis 2013. Les contrats territoriaux sont en attente et on ne voit toujours rien venir sur cette année 2016. On aimerait avoir un bilan des cadets. Les cadets, je rappelle que ce sont des contrats spécifiques passés sur un certain nombre de territoires. Et puis, pour accélérer, je voulais dire que j'inclus totalement dans cette vision d'aménagement du territoire la politique de la ville,
Oui, moi je suis un chaud partisan de la politique de la ville et j'invite d'ailleurs, quand ils le souhaitent, nos collègues du Front National à visiter le quartier du Champ de Course, du Bouscat et de la ville d'Ezine, et ils verront les actions qui sont menées. Il y a beaucoup d'autres quartiers prioritaires dans la région qui peuvent être menés. Il y a une jolie fable de La Fontaine, c'est le rat des villes et le rat des champs. Ben oui, nous sommes des rats des villes et des rats des champs, et nous ferons région en faisant travailler les territoires tous ensemble et sans les opposer. Dernier sujet sur lequel, et je voudrais à nouveau rebondir, Président, ça sera une clé de lecture quand même importante pour nous, c'est qu'il ne faudrait pas infliger aux Aquitains, et j'emploie le terme Aquitain au sens de l'ancienne région, une triple peine dans laquelle à la fois ils devraient éponger les dérives financières de Poitou-Charentes, dans laquelle ils seraient au maximum des hausses fiscales et dans laquelle ils seraient privés de routes ou de politiques contractuelles. Donc c'est dans cet esprit que nous avons travaillé au sein de notre groupe Modem et Apparentés et avec nos collègues de l'intergroupe sur un certain nombre d'amendements qui seront éclairés par les interventions de mes collègues qui vont intervenir dans un débat par chapitre parce qu'on souhaite qu'il y ait un vrai débat budgétaire par chapitre et nous vous ferons part de notre position à ce moment-là, mais vous vous doutez que si ces points clés, qui sont absolument des points centraux pour nous, que j'espère avoir défendus avec conviction, si ces points clés n'étaient pas retenus par vous, nous ne voterions pas et nous voterions contre ce budget 2016. Merci. Merci.